Je vous dirais d'abord que par les temps qui courent, je suis assez mal à l'aise. La guerre en Ukraine a quelque chose pour moi d'effrayant, parce que je suis né en 1935, je suis donc dans ma 88e année, et j'ai très intimement connu la Deuxième Guerre mondiale, très intimement, parce que j'habitais dans la ville de Limbourg où je suis né. La ville de Limbourg, c'est l'axe direct pour entrer en Belgique en 14 et en 40. J'ai fait l'évacuation sur un vélo, poussé par mon père, pratiquement jusqu'à la mer, parce que mon père en 14 était parti en Angleterre et ne pensait qu'une chose, c'était d'y retourner, voyant les Allemands arriver. Mais on a été pris de vitesse par les parachutistes et nous sommes rentrés chez moi, où la maison était occupée par des Allemands et l'atelier de mon père aussi, mon père étant forgeron maréchal ferrant. Et à l'époque, l'armée allemande a encore des chevaux. Ils ont tout de suite repéré là qu'il y avait un atelier qui les intéressait. Et donc, la frontière s'est établie à 100 mètres de chez moi, parce que la frontière a pris ce qu'on appelait les cantons rédimés, c'est-à-dire la région germanophone maintenant, qui s'est arrêtée à 100 mètres de chez moi. Et pendant 4 ans, surtout après 1942, après le terrible hiver de 42, j'ai vu passer devant chez moi des milliers de déportés. Des milliers de déportés. Pourquoi? Parce qu'ils passaient par là. Les Juifs ne passaient pas par là, ils passaient, eux, en train par le nord de la province de Liège, mais ne passaient pas par la vallée de la Vèze. Mais les déportés, oui. C'est-à-dire tous les types qui s'étaient cachés pendant la guerre, enfin qui essayaient d'échapper au travail obligatoire en Allemagne ou des résistants. Et ils ne faisaient pas que passer, ils restaient, parce que administrativement, les Boches étaient naturellement très, très pointus, et ils refaisaient l'appel dans les autocars pour voir si personne ne s'était sauvé. Oh ben bon. Et ça durait parfois 2 heures, il y avait les types là, comme ça devant chez moi. Donc, puis alors, j'ai connu très fort les bombardements, parce que les V1, maintenant des missiles, mais les V1, V2, c'était des bazars avec qui faisaient beaucoup de bruit et qui sortaient d'Allemagne pour taper sur Liège ou sur Anvers. Mais ces machines s'arrêtaient souvent et tombaient là, sur Verviers, sur Dolin, sur Eupen, même à la limite, parce que la machine n'était pas au point. C'était cynique, il y avait des comportements cyniques dans les familles, parce que c'est tellement, il faut quand même continuer à vivre, et je vois quand mes voisins jouaient aux cartes chez moi, alors on entendait le bruit du V1, tout le monde arrêtait la carte en l'air, c'est pas pour nous, on continue à jouer. C'était pour nous, le bruit, le moteur s'arrêtait, pouf, tout le monde dans la cave. Mais on vivait comme ça, c'est incroyable comment on peut survivre. Alors, ça c'est une première chose pour comprendre ma psychologie. Mais c'est lié aussi à mon frère aîné, qui lui refuse de rentrer en Allemagne. Chez moi on parle allemand, je vous signale. Donc mon frère refuse d'y aller, d'aller travailler obligatoirement. Il a 18 ans. Et il se cache à Bruxelles. Il a utilisé la ville comme lieu, comme moyen de résistance. Et ça m'a terriblement impressionné, même des années plus tard, où mon frère n'a jamais beaucoup raconté comment il avait vécu à Bruxelles pendant 2 ans et demi. Il n'a jamais rien dit. Mais il était... enfin bon... c'est très bizarre. Mais par contre, moi j'ai toujours vu dans la ville, Limbourg c'est quand même le statut de ville, mais c'est tout petit.
et c'est très rural, je dirais encore. Mais sortir aller dans la grande ville était pour moi un lieu de résistance, un lieu d'échapper au voisinage, d'échapper au contrôle social local, etc., etc. Et dans ma tête, ça s'est très vite formé, ça, je dirais. Voilà. Et le fait que mon frère ait pu résister pendant 2 ans et demi dans la ville, ça a toujours joué beaucoup, beaucoup. La ville, lieu de résistance. Voilà, ça c'est une première étape. Sur le plan intellectuel, j'ai fait des études dans l'enseignement catholique classique, tout petit collège qui a une histoire, je ne vais pas la dire, mais un tout petit collège. Il y avait les grands collèges de jésuites à Verviers, mais déjà, pourquoi on ne m'a pas envoyé chez moi à Eupen, par exemple, en langue allemande, c'est à cause de la guerre, bien entendu, et de quand même la détestation de ce qui s'était passé. Donc j'ai fait des humanités je crois qu'on était 6 en rhétorique, en fait c'était tout petit, c'était avec des prêtres généreux, mais pas nécessairement des spécialistes du grec qu'ils enseignaient, on était quand même un peu boiteux, mais malgré tout j'ai une excellente formation, et il s'est trouvé une chose marrante, c'est que nous avions un agriculteur ami, qu'ils appelaient Klinkenberg, mais lié à une famille qu'ils appelaient Corman. Et mon père, pendant la guerre 14 en Angleterre, avait aidé un chanteur de l'opéra qui était sans moyens. Mon père, travaillant dans une usine liégeoise, d'ailleurs à Manchester, était payé, et il a vécu avec, et entretenu, si je veux dire, aidé un chanteur de l'opéra qui était sans emploi. Et ça fait de fortes amitiés avec cet agriculteur. Pourquoi je reparle? Parce que il y a un nom que les vieux d'ici connaissent, c'est Mathieu Corman, libraire au bout de la galerie Ravenstein, communiste. Connu comme communiste, ayant fait la guerre d'Espagne, Mathieu Corman, sorte de géant comme ça. Tout ça est décédé naturellement maintenant. Mais ce qui fait que Corman de Bruxelles, il avait à Bruxelles, à Knot et au Stand, il y en a encore une à Knock, mais Mathieu Corman a envoyé à son beau-frère des livres, par exemple, qu'on ne lisait pas dans l'enseignement catholique. Steinbeck, on ne le lisait pas dans l'enseignement catholique. Hein, les raisins de la colère, etc. Donc moi j'ai lu tout ça adolescent via ce circuit incroyable de Corman avec un agriculteur chez lequel j'allais toujours passer, j'allais faire les fouets, etc. Donc, et qui me payait en accès à des livres plutôt pas recommandé, pour ne pas dire interdit, voilà, etc. Mais naturellement, sur un adolescent qui n'est pas de la bourgeoisie, ou de la petite bourgeoisie, etc., ça a été un apport extraordinaire, ce circuit-là. Et donc, je fais mes études à Leuven, dans la filière classique, hein, si vous êtes dans l'enseignement catholique en secondaire, vous allez à l'université de Louvain. Tout ça est d'une absurdité dans un sens total, mais c'était comme ça. Et ça joue encore comme ça, faut pas rigoler. Et donc là, je fais, ne sachant pas que faire, me sentant incapable de faire la médecine ou la pharmacie ou le moindre ingénieur, et tout ça, ça ne m'intéressait pas. J'ai fait Sciences Po, qui était c'était un melting pot de cours de gauche et de droite, c'était pas très structuré. Mais j'ai rencontré là 2-3 profs qui étaient extraordinaires, dont Yves Robin, qui lui-même était fils d'ouvriers mineurs de la Louvière. Bon, le seul prof de gauche, je dirais, de l'université de Louvain, du moins du côté francophone.
le seul prof qu'on pouvait dire à gauche. Tout le reste, c'était des libéraux, des braves gens, tout ce qu'on veut, hein, c'était pas des imbéciles. Mais idéologiquement, Urbain, venant du milieu de fils d'ouvriers mineurs, vous voyez les gens, à Louvain, il était extrêmement brillant. On lui reprochait de ne pas écrire beaucoup, et il disait, il répondait, je n'écris pas mais je pense. Alors tout le monde on ne voit pas comment vous pensez si vous n'écrivez pas. On était très copains avec lui, mais il avait fait sa thèse de doctorat sur les causes économiques de la guerre de Troie. Vous voyez le genre. Il connaissait le grec ancien comme ça, enfin, c'était les causes économiques de la guerre de Troie, c'est assez incroyable. Et c'est lui, comment dirais-je, m'a initié au mouvement ouvrier. Parce que chez moi, on était dans la petite bourgeoisie, on n'était pas dans le mouvement ouvrier. Et donc, je suis initié par là. Mais je suis quand même très perdu. Hein. Il faut dire, à l'université, j'étais quand même très perdu. C'était pas quand même des études très structurées, structurantes non plus, comme mêler par exemple un curriculum en droit, ou c'est quand même très flou, il faut bien reconnaître. Bon, j'ai un truc que je ne parviens pas à faire mon mémoire directement, enfin, pas pendant les 4 ans, je le fais après, mais entre-temps je n'ai pas un penny, et j'ai un copain qui me trouve quelque chose à faire, payer au noir, réalise maintenant, enfin pas maintenant, mais réalise, payer au noir comme précepteur d'un enfant de 18 ans, d'un garçon de 18 ans, en face du parc d'Uden. C'était une situation de louf. Cette maison a disparu, c'était une maison sur plan carré avec un jardin derrière, communiquant, une maison du 19e siècle comme ça, avec des tableaux dedans. Il y avait une vieille dame et le gamin, qui s'appelait Patrick, et pendant 1 an j'ai vécu là en essayant de faire lire le gamin, ce qui était un peu impossible, avec cette dame de 80 ans qui avait tout connu, je crois, avec chauffeur et tout c'était, et des tableaux. Et ça m'a fort aidé, le fait de vivre dans un milieu, je dirais, très très riche, très cossu. Chez moi, on avait de bonnes manières. À la table, on mange comme ça. Même dans ma famille, on est très correct pour tout ça. C'était pas du tout négligé. C'était très strict, hein, très puritain comme ça. Hein, mais donc j'étais très à l'aise dans ce milieu-là. Mais vivre avec des tableaux autour de moi, ça, j'avais jamais connu nulle part d'ailleurs. Et des tableaux, entre autres, d'Emile Close, ces gens avaient, comment dirais-je, avaient abrité Close à Londres pendant la guerre 14, et en paiement ils avaient reçu des tableaux. Ils sont à la rue de Bruxelles et au musée. Voilà. Et donc là, pendant mes humanités, je rencontre quelqu'un qui va me suivre longtemps et qui s'appelle Jean Remy. Qui lui, Jean Remy, devient un des premiers sociologues de la ville et de l'espace à l'université de Louvain. Certains d'entre vous l'ont connu, il est décédé maintenant, il y a 3 ans je pense maintenant. Il a beaucoup écrit sur la ville, sur l'économie de la ville. Il était économiste de formation, il a beaucoup écrit sur la ville. Et donc apportait une structure mentale, m'apportait une structure mentale très forte sur la façon de travailler, de rédiger, etc. Lui-même était fils aussi d'un ouvrier mineur.
de la région de Liège. Oui, c'est avec lui, j'ai été la seule fois dans ma ville de dans une mine de charbon réelle avec des ouvriers encore dedans. C'était un milieu tout à fait modeste, mais aussi très digne comme ça. Et Jean-Remy est devenu un homme célèbre, même en France, en sociologie urbaine, devenu vraiment une sommité, il faut dire, mais classique. C'était pas un homme de conflit, c'était un homme un des derniers livres qu'il a écrit, je pense qu'il s'appelle La Transaction. L'idée de transaction, de négociation. C'était pas la lutte des classes avec lui, si je peux dire. C'était pas le conflit, c'était la négociation. Et son dernier livre, effectivement, a été publié après son décès. Et alors là, je vais à l'armée. Il faut bien faire son service militaire. À l'époque, être objecteur de conscience, c'était hors perception, pratiquement. C'était extrêmement dur. On pouvait être envoyé à la mine, hein, comme objecteur de conscience. Il n'y avait pas les systèmes qui sont nés après, d'aller par exemple faire 3 ans d'enseignement en Algérie, comme j'ai eu dans la famille, etc. Non, c'était vraiment, vous étiez en prison et condamné à aller travailler à la mine. C'était pas du tout rigolo, hein, d'être objecteur de conscience. Et c'était pas dans l'idée, nous, la famille avait connu la guerre, etc. Donc être soldat, c'était normal dans le milieu. Il faut bien. Alors j'étais candidat officier de réserve. Mais là, physiquement, je n'ai pas tenu le coup, parce que c'était quand même un peu dur. Puis alors j'ai été envoyé en Allemagne, l'occupation en Allemagne. Et là, j'ai trouvé deux, trois copains avec lesquels j'ai gardé des relations, incroyables. Mais il y en a même une que je vais vous raconter parce qu'elle est marrante. Lui était montois, ouvrier montois. C'était vraiment un montois, petit comme ça. Ouvrier monteur de ventilateurs à Schaerbeek. Il y avait une usine, je ne sais pas si elle existe toujours, de ventilateurs. Mais il montait des ventilateurs d'entreprise, etc. C'est important parce que il était très malin, c'était un type très très malin. Il connaît un drame terrible. Il épouse une religieuse catholique qui est enceinte. Bon, ce qui naturellement n'est pas quotidien. Mais vous voyez le genre. Lui, l'enfant naît, et lui est en mission quelque part pour travailler, et pendant qu'il est en mission, l'enfant meurt. Bon, il avait 3 mois, quelque chose comme ça. L'enfant meurt, et la mère va à la police, s'accuse de l'avoir tué. Bon. J'ai connu un autre cas comme ça de mort subite de l'enfant, mais là, elle va s'accuser. J'ai tué l'enfant. Du coup, naturellement, elle est enfermée ici à Forêt, là, hein, et ça durera 3 mois, etc. Bon, puis alors, la police se rend compte qu'il y a quelque chose de pas juste dans ce qu'elle raconte. Donc tout ça est un non-lieu, disons. Bon. Ils continuent à vivre ensemble, pas dire son nom, mais Henri, là, il part travailler, mais aux Philippines. Aux Philippines, toujours pour monter des ventilateurs. Aux Philippines, on peut comprendre qu'on a besoin de ventilateurs. Bon. Et naturellement, il était quand même un peu chaud lapin. Et comme ça dure des mois, il a des problèmes à résoudre. Mais pour les résoudre, il tombe sur une immigrée chinoise, catholique, et le milieu catholique demande qu'il épouse. Donc, il épouse. Bon. Un jour, chez moi, ici, on habitait déjà ici ensemble, on avait une dring, là. C'est Henri. C'est nom de Dieu, d'où il sort celui-là.
Il dit, ben voilà, j'ai besoin de toi, parce que j'ai un très gros problème. Et il me raconte, voilà, moi, je ne tenais pas, donc j'ai dû me marier, etc. Mais il y a une conséquence, je suis bigame. Il faut que tu me tires d'affaire, je suis bigame. Et donc, ça risque aussi des peines de prison, au moins des trucs un peu longs comme ça. Et alors, ça s'est arrangé grâce à Michel de Marais, l'échevin de l'état civil de Bruxelles, qui a arrangé des trucs, et puis finalement il a divorcé de la première, etc. Mais vous dire le genre de trucs que j'avais rencontré à l'armée, donc d'un milieu montois tout à fait inconnu, quand c'est de l'autre côté du pays, c'était vraiment drôle. Mais ça m'a appris beaucoup de choses, ça. Voilà, donc, quand j'ai terminé mon mémoire, sur l'immigration italienne à Charleroi, j'ai la chance de ne pas chômer et d'entrer directement au service d'études du mouvement ouvrier chrétien. Alors, je vous explique en 2 mots ce que c'est, parce que vous aviez d'un côté des syndicats chrétiens, 2 500 000 membres à l'époque, et puis les mutualités chrétiennes. C'est 3, 4, 5 millions de membres, de gros machins. Et puis il y a tout le secteur culturel. Mais tout ça se regroupe dans le mouvement ouvrier chrétien, Allgemeine Werkers, etc. Bon. Qui était national à l'époque. Tout ça est national, on est dans les années 59-60. Bon. Alors, l'expression politique de tous ces gros trucs se fait par le MOC. Okay, le MOC a le jeu et politique et culturel. Bon, oui, c'est le MOC qui parle quand il s'agit de politique. Que est-je mise avec le PSC ou le CVP, ce qui ne m'a jamais été sympathique, mais enfin c'était la réalité comme cela. Et donc là je suis au service d'études du côté wallon, où je rencontre, je dois dire, 2, 3 personnalités qui ont vraiment de l'envergure. Comme partout il y a les cons, etc., mais il y a des types qui ont d'envergure, dont un qui est Bastin, historien de formation, un peu plus âgé que moi, bien entendu, avait été rédacteur de journal La Cité, puis rédacteur en chef en Afrique, du Courrier d'Afrique, au moment donc des années 60 et de il a eu sa tête mise à prix par Lumumba, vous voyez, genre. Mais c'était une personnalité extraordinaire, très cultivée, très culturelle, voulant des progressions culturelles. Un autre dont vous connaissez peut-être pas bien le nom, c'est André Olef, une personnalité financière extraordinaire. Il était président de la banque, pas mondiale, la banque de Belgique, là, le contrôle des banques de Belgique, enfin, pardon. Le crédit. Non. Avenue Louis, c'est un bureau de contrôle. Hein. La commission bancaire, merci. La commission bancaire, il était président de la commission bancaire, président du MOC, et puis devenu président de l'université de Louvain au moment du transfert de Louvain, de Leuven vers Louvain. C'est lui qui était président du conseil d'administration. Oui. C'était une personnalité, c'était un financier incroyable. Il regardait un bilan et il disait, dans 2 ans, elle n'est plus là, celle-là. C'était incroyable. Il lisait des chiffres, il analysait un bilan de l'entreprise. Ça ira pas. Bon, voilà. Alors là, qu'est-ce que je fais dans ce truc-là ? Je m'occupe de la condition féminine de l'époque. C'est la journée des femmes aujourd'hui, le 8 mars. Mais à l'époque, le mouvement ouvrier n'était pas... Il y avait une association de femmes naturellement très active qui sur le plan de l'immigration, joue un rôle très important d'ailleurs.
ça je pourrais en parler, ça jouerait encore bien maintenant, je trouve. Mais donc, on s'occupait de politique et de culture. Alors, j'aimerais bien vous dire quelque chose qui est que j'ai écrit il y a très longtemps dans les cahiers marxistes. C'est la différence entre le monde ouvrier chrétien et le monde ouvrier socialiste. Parce que si ça ne s'emboîte pas encore maintenant, vous avez vu les images de la grève hier, c'est en rouge ou en vert, je veux dire. On pourrait dire pourquoi ça ne s'emboîte pas. Hein. Mais il y a une telle différence d'origine qui pèse très fort. Au début de l'industrialisation, dans les années 1810-20, les entreprises qui commencent à exister recrutent dans les orphelinats, dans les enfants de la rue, dans les paysans très pauvres, mais recrutent des gens non intégrés, non structurés. Ça va se marquer, hein, parce que même les caisses de résistance seront, comment dirais-je, locales et sectorielles. Les caisses de résistance contre la maladie qui naissent, hein, les petites cotisations et tout ça. C'est vers 1870 que l'encyclique Rerum Novarum, qui a vu le monde changer et qui voit qu'il y a départ des campagnes vers l'industrie, exode rural vers l'industrie, mais dans les villages, il y avait une structure qui était l'Église. Et donc, que dit Rerum Novarum? D'abord, elle condamne la lutte des classes, elle pour la transaction, d'accord, c'est ça qu'elle découvre fondamentalement. Elle est inquiète, elle dit, les types qui quittent les campagnes, ils vont en ville et ils perdent leur âme. D'où la nécessité d'avoir une structure d'accueil a priori. Vous quittez et vous n'êtes pas tombé comme ça dans le vide, vous êtes recueilli par quelque chose de structurel, d'organisé, de solidaire, de pyramidal, etc. C'est ça qui fait la différence des deux, structurellement, par l'origine historique, des recrutements premiers et des recrutements seconds, qui vont être une association, par exemple, d'églises qui existaient, je ne sais pas si ça existe encore, qui s'appelait les ACLI, était par exemple ici, pour accueillir les Siciliens, etc., qui arrivaient en Belgique de manière à ce qu'ils ne soient pas tout perdus, etc., etc. Et c'était un truc relié à l'Église italienne. Une sorte de structure d'accueil a priori. C'est ça le fondement des deux. Alors que sur le plan idéologique, alors je ne vais pas entrer dans les détails. Mais donc, moi je suis là-dedans, et ce que je remarque, c'est que c'est très culturel. Très culturel. Bon. Donc on organise beaucoup de sessions de formation, des petites et des grandes. Va se créer, je suis dedans, tout au début, mais c'est pas moi qui l'invente, l'Institut supérieur de culture ouvrière, qui va donner, qui existe toujours, hein, tout ça fonctionne toujours, qui va surtout retenir, il faut aller là où sont les gens et pas leur demander de venir. Donc, par exemple, moi, toute ma vie, tous les samedis ont toujours été pris d'aller donner un cours de sociaux, une fois à Charleroi pendant un mois, 2 mois, et puis une fois à Arlon, ça consomme du temps, hein, et j'ai fait ça toute ma vie, moi, hein, donner des cours le samedi. Et après l'ISCO, j'ai créé, alors moi c'est moi qui l'ai créé, la FOPES, la Faculté ouverte de politique économique et sociale, qui est bâtie sur le même système, mais l'ISCO donne la candidature, pour parler en termes anciens, et la FOPES donne la licence en sciences politiques, en réalité. Mais il y a des centaines de gens qui suivent ça, c'est pas très connu comme ça, mais ça fonctionne toujours. Enfin, j'ai vraiment participé là-dedans. Et puis alors, il y avait autre chose qui existe toujours et qui va tomber sur la roue. Ça s'appelle les semaines. En fait, c'est une origine allemande du temps de Bismarck, des catholiques qui donnent les semaines sociales de France, qui donnent les semaines sociales de France. C'est plutôt
Sorbonnard, je dirais, un peu ce niveau. C'est à 1000 personnes là-dedans, hein, mais à ces sessions-là. Mais alors, les semaines sociales wallonnes existaient, wallonnes et bruxelloises existent toujours. Elles n'ont plus beaucoup d'écho, je trouve, beaucoup trop peu. Et en fait, j'ai apporté cette idée-là avec les écoles urbaines de la Roue, parce que ça m'a tout de suite frappé quand quand la Roue existait. Si on veut se faire entendre, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'armes, on ne peut être qu'intelligent. Et pour être intelligent, il faut travailler. Il faut tout le temps travailler intellectuellement. Tout le temps travailler intellectuellement. Et en fait, le fait des écoles urbaines avait le but de rendre intelligents. Voilà, c'était. Alors, je remarque une chose, c'est qu'au MOOC, les femmes, c'est pas traité radicalement. La question des femmes ne passe pas. Le modèle de la femme au foyer qui élève des enfants, c'est dans même le fond culturel profond. On s'occupe naturellement des travailleurs, des travailleuses et tout ça, mais c'est pas central, je dirais, dans la tête. Et une chose qui n'est pas centrale non plus, c'est l'aménagement du territoire. Pas du tout. Les villes, villages, tout ça, même combat, c'est-à-dire aucun. La seule demande spatiale qu'il y a, c'est le logement pour les travailleurs. Le logement social, la production du logement social, qui, elle, vient de 1912, disons, des lois avant la Première Guerre mondiale. Et, oui, il faut loger les travailleurs, mais où on les loge, ça n'a pas tellement d'importance. Mais comme la ville est un lieu de taudis, la ville populaire est quand même une ville de taudis, où là, il y a des actions, soit communales, soit du côté, par exemple, il y a une collègue de l'université de Leuven qui étudie justement Jacques van der Biest et comment s'appelle l'abbé Froidure, le rôle de l'abbé Froidure dans la naissance de l'intérêt pour la ville. C'est une chercheuse très intelligente, je veux dire. Bon, mais l'espace n'intéresse pas, sauf faire des zoning industriels et des logements sociaux. Et les autoroutes après la guerre, pourquoi le souci porté par tout le monde, c'est de greffer le pays sur les ports, de greffer et surtout la Wallonie sur le port d'Anvers et les Bruges. Donc l'autoroute, c'est pas, même si la première autoroute, c'est, il faut pas oublier, entre Bruxelles et Ostende pour les loisirs des Bruxellois, tout le reste des autoroutes, c'est être greffé sur le port d'Anvers et le long des autoroutes, mettre et des zones industrielles et des logements. Pas très loin, pas trop près, pas très loin. C'est ça qu'il y a dans la tête du monde ouvrier, socialiste et chrétien, ça n'a pas d'importance, c'est la même chose. Ça veut dire en termes plus abstraits que le syndicalisme ne s'occupe que du temps. Ce qui est son objet, le syndicalisme, c'est le temps. Ça veut dire, on le dit autrement, c'est la productivité. C'est le rapport de l'influx de travail à ce qui sort. Le rythme de travail, le travail de nuit, le travail des enfants. Tout ça, c'est relatif au temps. Jamais à l'espace. C'est assez bizarre. Hein, ça aura des conséquences. Donc vous voyez comment ça s'emboîte dans ma tête. Je suis le seul ici à trouver que la ville, c'est intéressant et que
effectivement, je n'ai jamais eu beaucoup d'écho. Je n'ai jamais eu beaucoup d'écho. J'ai eu des soutiens, mais pas d'écho. Non. C'est l'aménagement du territoire au sens global, mais c'est, comment dirais-je, il y a bien la loi, il y a eu tout de suite, hein, après les destructions de la Première Guerre mondiale, qui ont été colossales, les destructions en Belgique à la Première Guerre mondiale ont été terribles. Hein. La ville de Ypres rasée, il faut imaginer, Ypres rasée quand même. La moitié de Louvain rasée. Un con qui a mis le feu à la bibliothèque de Louvain, totalement cramé, il faut imaginer ça, totalement cramé, sans aucune raison militaire, simplement. Et il y a, dans le musée de la bibliothèque de Leuven, il y a un document signé par 70 intellectuels allemands qui disent « bien fait pour la gueule des Belges ». Que la bibliothèque de Leuven soit brûlée, bien fait pour la gueule des Belges. Donc c'était horrible ce qui se passe maintenant. Vous voyez ce qui se passe maintenant, moi dans ma tête, je l'ai peut-être un peu trop, mais donc la ville n'intéresse personne. Et là, c'est un jour, il y a un type qui a été trouver mon patron, qui lui a dit, j'ai à Bruxelles un groupe de travail sur la ville. Est-ce que ça ne vous intéresserait pas de participer Et mon patron a dit à l'étage au-dessus, il y a un chercheur là, ça l'intéresserait peut-être. Le chercheur, c'était moi. Et le type, c'était Jacques Van der Biest. Et pourquoi Jacques Van der Biest 5 minutes d'arrêt. Si vous voulez bien.